Bienvenue sur Design Plus, le podcast francophone qui parle d'UX design, d'UI design, d'expérience et d'inspiration. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Christophe Clouzot. Christophe, qui a une formation graphique au Gobelin, est aujourd'hui expert UX et il accompagne les clients de sa société vers de l'éco-conception, vers le numérique responsable. On parle souvent de Green UX, de design responsable. Ce sont des termes qui ne sont pas toujours très bien compris. Grâce à l'échange que j'ai eu avec Christophe, vous allez mieux comprendre ces termes, mais aussi savoir pourquoi il est temps qu'on oriente notre design vers une démarche plus éco-responsable. Je vous souhaite une très bonne écoute en compagnie de Christophe. Je pense que le design doit être au service des utilisateurs tout en rapprochant les marques de leur public. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le design d'applications mobiles. Avec Design Plus, je vous propose d'aller à la rencontre des designers français UX et UI qui partageront leurs expériences, leurs passions, leur inspiration. Ce podcast est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube, encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Bonjour Christophe, comment vas-tu ? Oui, bonjour Laurent, très bien, merci. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu dans quelle région de France tu te situes ? Oui, alors là, je me situe actuellement depuis maintenant 9 mois dans les Vosges, du côté de Épinal. C'est une très belle région entre montagne et campagne. D'accord. Et j'y suis avec ma famille, là, installée dans une maison. Et on apprécie le cadre de vie. Je me doute. Eh bien, On est des anciens Parisiens, en fait. Donc on apprécie beaucoup le cadre de vie. d'accord, bon, ben, c'est super. Vous avez échappé à la grisaille parisienne, c'est tant mieux. On a eu énormément de neige, pour tout te dire. D'accord. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, nous dire qui tu es, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors moi, je travaille dans le web, on va dire, depuis 1996, donc c'est très très loin à l'échelle d'Internet. J'ai un parcours qui est plutôt issu des écoles d'art, c'est-à-dire que j'ai fait l'école Estienne sur toute la partie industrie graphique, donc on pourrait résumer en PAO aujourd'hui, pour la D'accord. partie print. Et très rapidement, donc le web est arrivé. J'ai foncé dedans, même si en parallèle, je faisais une formation Gobelin sur toute la partie animation, 3D, images de synthèse, etc. Mais à l'époque, faire de l'image de synthèse sur Internet, c'était extrêmement compliqué pour une question de débit, d'outils, etc. Et donc finalement, j'ai un peu abandonné la 3D, on va dire, pour faire que du web, à monter des projets avec des copains, ce qu'on appelle des startups, qui ont été des start-downs aussi, parce qu'à un moment donné, ça s'arrête. Mais c'était notre manière à l'époque, pour nous en tout cas, de nous former, de découvrir le web et ce champ de potentiel qui était juste énormissime devant nous, puisque en 95-96, le web, ça ressemblait plus à des lignes de code qui s'échangeaient entre deux ordinateurs, sauf qu'ils étaient distants de milliers de kilomètres. Mais très rapidement, dès que les interfaces ont été plus graphiques, comme moi je viens du secteur plus design et graphique, ça m'a intéressé et j'ai vu le champ des potentiels, quoi. D'accord, très bien. Et donc aujourd'hui, le sujet est design responsable ou éco-conception. D'ailleurs, tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est. D'abord, quel est en fait le bon terme déjà à employer? Est-ce qu'on a entendu parler de Green UX, design responsable, éco-conception? Quel est, d'après toi, le bon terme à employer aujourd'hui? Alors, il y a plein de termes, faut être honnête, il y a plein de termes qui est souvent aujourd'hui résumé autour du Green IT. Et effectivement, je fais des conférences, des petites formations pour redonner un peu du sens à tous ces termes-là. Donc, tu as raison, il y a le Green IT, il y a l'éco-conception, il y a le numérique responsable, il y a le Green UX, il y a l'inclusion, il y a l'éthique design, il y a, qu'est-ce que je vais te dire encore, le IT for Green, il y a le Good Tech, le Good Tech for Good, enfin voilà, ça part dans tous les sens. D'accord. Mais ce qui prouve bien que le sujet est là et qu'il est en train de se diversifier.
Il s'est cherché depuis quelques années, mais là, il est vraiment en train d'exploser depuis 2-3 ans sans que je sache réellement pourquoi. Mais tant mieux. Donc après, pour redonner du sens à tout ça, moi, je fais souvent un grand schéma, on va dire, où le numérique responsable englobe tout, on va dire un grand cercle. Et à l'intérieur, tu as ce qu'on appelle l'éco-conception. L'éco-conception numérique, je précise, parce que l'éco-conception, on en fait déjà depuis longtemps pour tout ce qui est automobile, aviation, industrie, l'emballage, etc. Bon, bah là, maintenant, c'est sur le secteur du numérique. D'accord. Et l'éco-conception part d'une norme ISO d'éco-conception, en ce qui concerne le numérique, et ensuite, on y intègre quelques engrenages qui sont l'accessibilité, la qualité web, l'inclusion pour lutter contre la fracture numérique, les performances, etc. On y intègre un peu tout ça au service du développement durable et en tenant compte des enjeux du développement durable. Le développement durable, juste pour vous rappeler, c'est 3 piliers, hein, c'est l'économie, le social et l'environnemental. Donc l'éco-conception, c'est ça dès la conception d'un projet numérique. Donc, quand je dis projet, c'est une application, un service, un logiciel, que sais-je. C'est dès cette partie-là, on réfléchit à quel sera l'impact environnemental, social et économique de ce qu'on va produire. Et on va essayer de le faire le plus sobre possible. D'accord, très bien. Et donc toi, ton rôle aujourd'hui, tu te situes plus entre le numérique responsable, l'éco-conception, le Green UX. Comment tu te situes aujourd'hui dans quelle position? Oui, alors c'est vrai qu'au début de parcours, j'expliquais que j'étais plus du côté graphique et design, et j'ai fait pendant de nombreuses années, parce que j'ai tenu une agence interactive, donc j'ai fait pendant de nombreuses années de l'UX. Voilà, j'étais plutôt sur la partie expertise UX, donc vraiment orienté expérience utilisateur. D'accord? Mais en parallèle, depuis quasiment 2010-2011, je m'intéressais à l'impact du numérique. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai cette double casquette, qui est à la fois la partie UX, on va dire, de par mon expérience, et cette partie éco-conception numérique responsable. Effectivement, je mets encore les deux euh, sur ce terrain-là, puisque, si tu l'as compris, numérique responsable, ça va vraiment intégrer tous les enjeux du numérique, aussi bien la fracture numérique, le côté éthique, etc. Là où l'éco-conception se cantonne plus à cette partie sobriété, green IT, en rapport avec les piliers du développement durable. Donc, numérique responsable, c'est juste le cran au-dessus. Et moi, aujourd'hui, vraiment, je m'intéresse aux deux, mais avec ce regard UX. Donc, c'est pour ça que je parle souvent de green UX. C'est comment on va éco-concevoir un projet, euh, quel est le but, qu'est-ce qui est attendu par les utilisateurs, etc. Et on va réfléchir à faire les choses fonctionnelles les plus simples, les plus sobres. Est-ce qu'on a besoin de rajouter des fonctionnalités autour? Est-ce qu'on a besoin de rajouter du contenu autour, des interactions et encore des zones de contact et des formulaires en plus, etc. Où on se cantonne juste sur le cœur de service. Voilà, c'est donc dès cette conception, ce qu'on appelle le green UX, dès cette conception, pardon, comment on imagine le service le plus simple et le plus sobre possible. D'accord, ok. Donc d'accord, c'est plus clair. Et pourquoi t'es-tu tourné vers le design responsable ou l'éco-conception ou ce que tu disais à l'instant, le green UX? Oui, alors ça, il y a un vrai sens à ça. C'est que dans les années, faut se projeter en arrière. Donc, je ne sais pas si nos auditeurs se rappelleront selon leur âge et leur connaissance du web. Mais dans les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, voilà, on va dire ce gros bloc-là, euh, la pensée prioritaire était qu'il fallait tout numériser pour sauver la planète. On pensait que imprimer c'était mal, et en signature de mail, on mettait souvent n'imprimez pas ce mail, sauf si vraiment c'est important, sauver la planète. On avait des signatures comme ça en bas de mail. Hmm. Et comme j'étais dans un groupe de communication, moi je représentais le pôle digital, mais il y avait le pôle print, vidéo, relations presse, etc. On a vu nos clients, donc des gros clients, hein, qui venaient nous voir en nous disant cette année, notre rapport d'activité, comme on a une charte développement durable et des engagements dessus, on va arrêter de le faire en version imprimée, on va le faire que en version numérique. C'est normal, je vais dans toujours l'état d'esprit où il fallait tout numériser. Mhm. Donc j'ai vu les budgets arriver dans mon service plutôt que de rester dans la partie print. Et effectivement, on a commencé à rouler comme ça. Et très rapidement, je ne sais pas pourquoi, mais quasiment tous sont revenus vers nous au bout de
2-3 ans en disant finalement, on va faire les deux versions, la version imprimée comme la version numérique. Et là, moi, ça a été un petit électrochoc pour moi parce que je me suis dit, mais finalement, l'argument, le motif, la raison qui les poussait à passer effectivement de tout l'imprimé vers le tout numérique n'était plus bon. Ça tombait à l'eau en fait parce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait des gens qui avaient besoin d'imprimer et d'autres qui avaient besoin du numérique et voilà, en fonction des besoins quoi, et des affections, on va dire, de l'usage numérique. Et c'est là où j'ai commencé à m'y intéresser et je me suis rendu compte que dans la partie print, même la partie vidéo, on avait des données sur l'impact de la production d'un livre ou même de la production d'un film. On avait ces données-là. Mais sur la partie numérique, on avait très très peu d'infos. Donc là, on est dans les années 2010-2011. Existe simplement le site Green IT, qui est plus orienté, on va dire, B2B, avec des vrais chiffres d'ingénieurs, de développeurs, de consulting, mais pas forcément de chiffres précis grand public, type, maintenant, des données qu'on a aujourd'hui, hein, mais type une requête Google, combien ça coûte, en termes planétaires, bien sûr, un envoi de mail, quel est l'impact, et si je mets une pièce jointe, etc. Et si je sauvegarde dans le cloud. On n'a pas ces données-là, en fait. Donc, j'ai commencé à m'y intéresser là, pour savoir si effectivement l'argument, la justification de nos clients qui tombaient à l'eau, pouvoir aller creuser ça pour comprendre. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un véritable impact du numérique. Donc, la solution n'était pas green, mais plutôt grey, quoi, plutôt grise. D'accord, ok. Et toi, tu t'es tourné vers l'éco-conception depuis quand à peu près? Et ben depuis 2011, en fait, j'ai commencé mes premières conférences en 2011 auprès d'un public en plus de concepteurs numériques. C'était durant l'événement Paris Web, un événement annuel sur tous les concepteurs du web. D'accord. Et j'ai commencé à en parler rapidement. Et en fait, on est venu me voir à la fin de ma conférence en disant effectivement, j'avais pas conscience de ça, mais qu'est-ce que je peux faire, quoi? Comment j'agis? Et j'avais pas, moi, de solution à apporter. Le sujet était tout neuf pour moi, et on va dire pour l'époque aussi, à part quelques données que je pouvais informer sur le côté Green IT, mais pour la partie des développeurs. En revanche, côté grand public, j'avais pas d'informations. Et c'est là où je leur ai dit, alors, on va chercher l'information. Je ne vais pas le faire tout seul. Si vous êtes intéressés, on monte un webzine collaboratif. Et c'est parti comme ça. Voilà. On a commencé à centraliser les données quand on les trouvait, à les recouper et à dire oui, le numérique a un impact, le smartphone en a un, etc. D'accord. Et dans cette conférence, tu as eu beaucoup de retours intéressants ou de gens qui se sont posés la question autre que qu'est-ce que je peux faire, mais moi ça m'intéresse, venez nous rencontrer dans notre société ou comment on peut avancer, etc. Oui, oui, oui. Sauf que le public en face de moi est un public de producteurs numériques, de concepteurs Hmm, d'Internet, de web, de sujets numériques. hmm. Donc, voilà, faut être honnête, hein, j'avais pas de solution réelle, très D'accord, concrète, en disant, la charte à suivre, c'est ça, la méthode, c'est ça, va sur tel site, tu trouveras les informations, etc. On manquait un peu de données là-dessus et de recul. Mais ça, d'accord, c'était juste 2010-2011. Là, maintenant, 2021, on a un recul de 10 ans, on a de la data, on a des acteurs dessus, acteurs qui ont accumulé de la data et qui se mettent à la transmettre, à communiquer dessus, pour dire voilà l'impact d'un service de visioconférence, voilà l'impact de la consultation de streaming sur Internet, etc. Chacun y va de sa propre analyse et finalement de ses propres bonnes pratiques qu'il se met à pousser. On a des livres qui commencent à surgir, on a aussi les États qui bougent. Euh, Puisque la France, l'Europe, etc. ont pris conscience de ce sujet. Donc voilà, ça a bougé depuis. Mais effectivement, en 2011, on n'avait pas beaucoup d'informations à part se dire, on va aller la chercher, et puis dès qu'on en a, on la publie. d'accord. Et ce webzine que tu as mis en place, il existe encore aujourd'hui? Alors le webzine n'existe plus, non, parce que je l'ai revendu en fait avec ma société, et D'accord. le repreneur ne l'a pas conservé. D'accord. Ah, c'est dommage. Ça aurait été intéressant d'avoir un organe indépendant en fait qui regroupe plusieurs, je sais pas, plusieurs sources. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, oui, carrément, carrément. Oui, D'accord. oui. Mais maintenant, bon, je sais qu'il y a d'autres médias qui se mettent à en parler, euh, notamment les médias mainstream. Donc, c'est plus trop un souci, c'est pas grave.
D'accord, ok. Et la France, tu disais qu'elle communiquait ou l'Europe, c'est avec quel organe qui communique et qu'est-ce qui donne comme type d'information? Alors en France, tu as la DINUM qui a pris le sujet, donc la direction du numérique, interministérielle du numérique. Tu as aussi l'ARCEP qui fait très attention à ça. Tu as l'ADEME, donc l'agence de communication, on va dire, du ministère de la Transition et de l'écologie. Hmm. Tu as le ministère de la Transition et de l'écologie, forcément, qui prend la parole dessus. Tu as aussi le gouvernement qui a publié il y a 3 semaines, je crois, une feuille de route pour dire qu'il fallait développer cette partie numérique responsable, éco-conception, mais dès l'école, dès l'éducation, pour avoir un usage plus modéré, plus sobre et surtout plus responsable du numérique. Et puis d'un point de vue gouvernemental, bah, c'est tout simplement le gouvernement européen. D'accord, Donc ça bouge de ce côté-là. d'accord. C'est un peu difficile quand même d'être éco-responsable à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure de la pandémie, non? Alors oui et non. Enfin, on va dire oui de base, puisque l'usage du numérique, automatiquement, c'est de la consommation Hmm. électrique sur des appareils. Donc c'est sûr que le meilleur numérique qui se veut le plus responsable possible en termes de sobriété, c'est celui qu'on ne va pas utiliser. C'est quand on coupe tout, qu'on ferme, plus de Wi-Fi, plus rien, etc. Là, il y a zéro consommation, c'est sûr. Mais le problème, on va dire, en tout cas l'impact en termes environnemental et social, il est plus du côté des appareils, donc de nos terminaux, que du côté des usages. Donc, même si les usages ont un impact, c'est bien la production, donc la fabrication de nos appareils, qui, dans la somme de l'impact du numérique, représente 80% et même parfois plus donc de l'impact. Quand tu regardes l'impact, c'est tout ce qui est gaz à effet de Hmm. serre, c'est Le les ressources transport, qui sont utilisées, les métaux rares, c'est l'eau, c'est les déchets derrière, bien sûr. les Enfin, transports, voilà, etc. c'est Ouais. cet impact-là de matériel, en fait. C'est le matériel qu'on possède tous. D'accord, ok, très bien. Et aujourd'hui, est-ce que tu vois, pour toi, c'est une véritable activité professionnelle? Oui, oui, oui. Ça l'est devenu, en effet, puisque, en fait, j'ai revendu mon agence, donc, et le blog de Webzine dont je te parlais, etc., Hmm. en 2018, pour pouvoir un peu me consacrer à ma famille. Et donc, je t'avoue que j'ai fait un tour du monde, euh, donc vraiment sac à dos autour de la planète avec mes enfants. Et ça a renforcé mes convictions là-dessus, puisque quand tu ramasses des déchets à l'autre bout de la planète, quand tu vois les usages du numérique tel que c'est fait, euh, bah, tu te dis oui, oui, l'homme a réellement un impact sur la planète. Certes, j'ai pris l'avion, hein, mais bon, il faut savoir que le numérique aujourd'hui a plus d'impact que l'aviation civile. On Ah oui. pointe souvent l'aviation en disant Hmm. c'est pas bien, arrêtez de voler, voilà, n'allez pas tous les week-ends à Marrakech, ce qui est vrai. Hmm. Si on peut donner un conseil, c'est vrai. Mais, euh, mais globalement, le numérique est déjà au-dessus et il va largement doubler. Je crois que c'est tous les 10-15 ans. Donc en 2030, typiquement, 20% de l'électricité dans le monde sera dédiée au numérique, juste pour nos appareils. Ah oui, c'est juste hallucinant, oui. Et puis, 2030, c'est maintenant. ouais, oui, tout à fait, absolument. Et puis, j'imagine que, je sais pas, il y a certains constructeurs de smartphones qui se sont mis l'idée dans la tête que chacun ait son smartphone demain. Donc, voilà, c'est des idées complètement folles, quoi. Et au niveau consommation, et puis avec toutes les histoires qu'il y a autour de la 5G, etc., ça va être hallucinant, quoi. Oui, parce que qui dit 5G dit débit plus élevé, donc facilité d'accès au contenu Hmm. partout, à tout moment. Enfin, c'est encore en test, hein, c'est pas encore prouvé d'ailleurs. Il y a des tests en ce moment qui sont en train de voir si effectivement la 5G est mieux que la 3G ou 4G. Donc ça, c'est encore en test sur la région parisienne. Mais en théorie, oui, on aura encore plus de débit, plus de possibilités. Donc ça veut surtout dire que derrière, on va renouveler nos matériels pour qu'ils soient compatibles 5G. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, comme l'impact, il est côté fabrication du matériel, si on renouvelle le matériel, bah, l'impact du numérique sera conséquent.
Ouais, et puis il y a aussi la consommation qui va être plus importante aussi, j'imagine, puisqu'on aura accès à peut-être à des nouveaux services qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Je sais pas, du développement, au lieu d'avoir, je sais pas, un ordinateur connecté au Wi-Fi, on pourra en avoir 5 ou 6 dans une famille, voilà, des choses comme ça, quoi. Alors, c'est vrai que déjà, les chiffres aujourd'hui, c'est que par foyer, en moyenne, en France, hein, je précise, on n'est pas loin de 9 à 10 appareils. Hmm, Donc, faites le calcul, mais effectivement, quand je dis appareil, ça peut être aussi un ordinateur plus un deuxième écran, hein. Ça fait hmm, déjà 2 appareils. Donc, on est facile à 9-10 par foyer. Donc, pourquoi pas plus que ça, sachant qu'il y a les objets connectés qui arrivent en masse, et c'est par absolument. milliards Hmm. qu'ils arrivent en masse. Et puis derrière, quand on donne dans les prospectives, tout ce qui est blockchain et intelligence artificielle, ça va aussi énormément consommer. Non, oui, tout à fait, oui, oui, absolument, je suis absolument d'accord. Ouais. La Il faut- voiture connectée, etc. Enfin, la 5G est faite pour ça, hein, pour que les voitures puissent dialoguer entre eux et avoir un petit peu plus d'autonomie. Enfin, je parle de voitures autonomes, pas forcément de l'autonomie à distance. Et c'est vrai Donc, oui. et c'est vrai qu'on peut se poser la question jusqu'à où en fait on va aller chercher des ressources de matière pour tout ce développement, quoi. Et jusqu'à quel moment la Terre peut donner des ressources. Parce qu'à un moment donné, il y aura plus de ressources, quoi. J'imagine, je sais pas. Je sais pas ce que Bah, tu en c'est bien penses. le problème, c'est que soit on va au bout de ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de ressources, et on y est déjà, il y a déjà des ressources qui se raréfient à vitesse grand V, soit on prend un autre virage. Et c'est plutôt ce parti pris de tout ce qui est éco-conception et sobriété que moi je défends. D'accord. Je suis pas le seul, hein, bien sûr, mais effectivement, je me dis, on a intérêt à prendre le virage euh, avant d'épuiser toutes les ressources, quoi. Et quand bien même on va épuiser toutes les ressources, il faudra de toute manière imaginer des moyens beaucoup plus sobres, beaucoup plus low-tech pour pouvoir continuer si on veut avoir des services numériques. Christophe, est-ce que tu peux nous dire comment que tu interviens auprès de quels acteurs, s'il te plaît, dans ton activité professionnelle? Oui, bien, avec plaisir. Donc maintenant, j'ai intégré il y a 3-4 mois la société Temesis. Temesis, c'est une société qui a été créée dans les années 2000 et qui était à la base orientée expertise en accessibilité numérique. Donc en fait, c'est une équipe d'experts hein, qui a accompagné aussi l'État à la mise en place du RG2A, donc le référentiel général d'accessibilité, à la D'accord, base pour l'administration et maintenant pour les services aussi privés. d'accord, Mais très vite, ils ont évolué vers la partie qualité, comment faire les choses de manière plus qualitative sur Internet, sur le web en général. Et puis sur la partie aussi privacy, donc le respect des données personnelles, typiquement avec le RGPD, etc. Donc moi, j'interviens maintenant pour les accompagner et développer la branche pardon, d'éco-conception et de numérique responsable. L'éco-conception, comme je te l'ai dit en préambule, hein, c'est vraiment un engrenage de plus qui va se servir justement de l'accessibilité, des bonnes pratiques en matière de qualité, des performances, du respect des données personnelles, de l'inclusion numérique, etc., quoi. Donc je vais utiliser tout ça pour accompagner nos clients, donc soit sur des audits de projets existants, soit pour intervenir dès l'amont, en accompagnement hein, ou en formation sur tout ce qui est Green UX et ensuite derrière une démarche d'éco-conception. d'accord. Et auprès de quel acteur, par exemple, vous vous lancez, pas obligé de citer une marque, mais dans quel secteur vous intervenez? Est-ce il y a des secteurs particuliers? Est-ce que ce sont des grandes sociétés, des grands comptes, des petits? Alors on intervient auprès de tout type de clients. Et là actuellement on intervient typiquement auprès d'un client du luxe puisqu'il se pose la question sur l'échelle internationale à plus de sobriété de tous leurs écrans numériques, aussi bien entre tous leurs services à eux et leurs antennes locales, mais aussi dans leurs magasins physiques, puisqu'ils ont aussi donc, des écrans numériques au sein de leur magasin, hein. Donc on réfléchit à tout ça. L'idée derrière, c'est bien entendu d'avoir déjà une approche vertueuse, et on sait que le secteur du luxe se remet beaucoup en question là-dessus.
Mais il y a aussi un intérêt économique, puisque comme on va chercher à plus de sobriété, on va automatiquement gagner en consommation. Hmm. Donc voilà, on intervient déjà pour eux, on intervient aussi pour des ESN, donc des sociétés dédiées aux services numériques. On intervient aussi pour des agences digitales plus modestes, on intervient pour des petites marques, pour le secteur public aussi, donc les collectivités. En fait, comme le numérique est infusé aujourd'hui partout, on n'est pas forcément sur un secteur dédié. Et quand on rentre, quand on commence à mettre le doigt dedans, on se rend compte que c'est pas non plus forcément le secteur, la branche IT d'une entreprise qui vient nous voir, mais c'est clairement la branche RSE d'une entreprise, ou toute l'entreprise qui vient nous voir pour dire il faut nous accompagner, il faut que ça touche tous les services, aussi bien le marketing, la finance, le commerce, que les développeurs, etc. D'accord. Et comment ce grand compte, par exemple, du luxe, euh, a eu cette approche et s'est dit, tiens, il faut que je sois éco-responsable ou numériquement responsable aujourd'hui. Est-ce que tu connais l'amont de l'histoire en fait? Oui, il y a plusieurs enjeux. Il y a le premier, c'est une raison économique, bien D'accord? entendu, et c'était bien avant le Covid, donc il y avait déjà cette envie de faire moins, mais tout en faisant mieux. Il y a forcément derrière une raison aussi sociale, interne, pour changer un peu les habitudes de production, et c'est pas facile dans le secteur du luxe, parce qu'ils ont des enjeux et énormément de concurrence aussi entre eux. Donc c'est pour ça que c'est le service RSE qui est venu nous voir là-dessus. D'accord? Sachant qu'on travaillait déjà pour eux sur l'accessibilité. Comme quoi, les sujets sont assez proches. Et puis, je te le cache pas, mais derrière, il y a aussi une raison de communication assez concurrentielle entre les marques, hein, Hmm. pour dire, nous, on fait attention et on a réfléchi à une démarche en bonne pratique sur l'éco-conception de tous nos services numériques dans le monde. Bon, c'est un certain poids quand même quand c'est des marques comme ça qui viennent en parler. Voilà ce qu'on a fait en Chine, voilà ce qu'on a fait en Amérique du Sud, voilà ce qu'on fait en Europe. Voilà, et c'est intéressant ensuite de voir comment c'est déployé. Donc c'est un projet de longue haleine, hein, puisque ça fait déjà 1 an et demi qu'on les suit, qu'on les accompagne. On passe forcément par de la formation, de la prise de conscience, des projets tests, la mise en place de bonnes pratiques chez eux, qu'on va ensuite challenger auprès de leurs différents services. Voilà, donc c'est assez long. D'accord. Et comment est ressenti lorsque tu fais une formation, par exemple, ou de la formation, ou de l'information, comment que c'est ressenti par les employés d'être éco-numériquement responsable, ou d'être plus responsable dans le numérique? Ce qui est marrant, c'est que souvent, moi, je fais le parallèle avec les biais cognitifs qu'on connaît sur la partie UX, quand tu fais des tests Hmm. utilisateurs ou quand tu vas faire de la recherche UX sur le terrain ou même de l'observation en guérilla UX, etc. Donc souvent, je fais le parallèle entre, il y a des freins, donc les gens qui vont freiner les quatre fers, qui disent, je vois pas pourquoi on le ferait, à côté, ils le font pas, et puis c'est difficile aussi d'arriver sur un contexte où on ne visualise pas l'impact. Tout ça est complètement virtuel, hein. Donc, t'as la période de frein, on va dire, et puis ensuite, tu as la période du doute, du questionnement et de l'acceptation. D'accord. Voilà. Ok. Mais il y a tout le temps, une remise en question, effectivement, des affirmations, des données qu'on apporte, etc. Et ça, c'est le côté un peu moins facile, puisqu'on est quand même aujourd'hui dans de l'accumulation de données, mais il n'y a pas, c'est tellement complexe qu'il n'y a pas une donnée fixe qui dit voilà ce que ça coûte, tant que, et puis c'est tout, vu qu'il y a plein d'hypothèses euh, qui partent dans tous les sens. Typiquement, si je te dis aujourd'hui un mail, c'est 11 grammes de CO2, tu vas me dire oui, d'accord, mais quand je suis en Amérique du Nord, est-ce que c'est le même? Parce que là-bas, ils n'ont pas la même énergie. Et puis, quand je suis en Chine, est-ce que c'est pareil? Parce que là-bas, ils tournent avec des usines à charbon pour faire l'électricité. Donc là, ce que tu me sors, c'est des données qui sont plutôt en France sur du nucléaire, ou c'est aussi de l'hydroélectricité, c'est de l'éolien. Combien a coûté le panneau solaire? C'est tellement complexe finalement que voilà, c'est pas facile.
D'accord. Et donc, tu parlais tout à l'heure de grandes entreprises qui commencent à donner, ou d'États qui commençaient à donner des informations de façon publique. Est-ce que quelles sont les grandes entreprises qui communiquent là-dessus? Est-ce que, par exemple, il y a Google ou Microsoft ou Yahoo ou je sais pas, Uber, d'autres sociétés qui communiquent là-dessus? Oui, oui, oui. Déjà, il faut savoir que tous les gros, toutes les grandes marques, et les GAFAM inclus, communiquent dessus. Ils ont pris le sujet à bras le corps depuis très longtemps. De mémoire, mais on pourrait me contredire, hein. Il me semble que le premier à s'être fait un petit peu alpaguer, ça a été Facebook, par Greenpeace, au point que Mark Zuckerberg a dû intervenir un soir sur le plateau télé américain avec ses tongs pour dire excusez-nous, on ne savait pas, et du coup, j'enclenche des millions de dollars pour mettre tous nos serveurs en Europe du Nord dans des choses plus vertueuses, rafraîchies justement par le cercle polaire arctique, etc. Donc ça a un peu commencé là, mais globalement, tous les acteurs sont dessus. Typiquement, vous avez Apple qui se développe à fond sur le solaire. Vous avez aussi Google qui se développe sur le solaire. Euh, je crois que Facebook finalement a Excuse-moi, rapatrié tous ses serveurs pour être à excuse-moi, côté d'une grande cascade. Comme ça, ils profitent de l'hydroélectricité et en plus de l'eau pour pouvoir refroidir leurs serveurs. quand tu dis, excuse-moi Christophe, quand tu dis ils se concentrent sur le solaire, ça veut dire que ils veulent que leur énergie provienne du soleil et non plus d'usines électriques, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Plutôt que d'aller chercher, enfin, ils se posent la question sur la provenance de leur électricité, puisque globalement, le nerf de la guerre, c'est l'efficience électrique. C'est-à-dire que l'électricité va arriver dans ton data center, dans tes services. Ensuite, ça va alimenter donc tous tes serveurs pour envoyer les données. Mais d'où provient l'électricité? Et comment faire en sorte que cette efficience soit la plus vertueuse possible pour éviter que ça soit perdu à refroidir plutôt que de transférer des informations. D'accord. Donc il y a toutes ces questions-là qui se posent et qui ne cessent de s'optimiser hein, d'année en année en fait. C'est le principe de tout data center. Donc sur la question de l'origine de l'électricité, que c'est essentiellement ça, il se pose des questions effectivement du côté du solaire, du côté des éoliens, du côté de l'hydroélectrique, enfin tout ce qui peut être un petit peu plus vertueux. Maintenant, ça c'est ce qui communique aussi euh, d'un point de vue grand public pour dire bah, nous, on a fait les efforts, on est zéro émission carbone. Bon, alors, il faut être honnête, le zéro émission carbone n'existe pas, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, le principal impact, il est sur le matériel. Et donc, on sait que derrière, c'est des milliers de serveurs informatiques pour pouvoir tenir les données, les transférer à travers les quatre coins du monde, avec des serveurs relais type CDN, etc. Hein. Hmm. Il y a toujours un impact. Mais en tout cas, il y a au moins cette recherche-là. L'effet Covid a produit chez Apple, mais je pense que ça se tramait depuis déjà quelques temps, mais l'envie finalement de produire localement les microprocesseurs, puisqu'on voit qu'il y a pénurie de microprocesseurs. Donc ça a un peu bouleversé la donne d'un point de vue échanges commerciaux internationaux. Il s'annonce aussi, mais ça fait pareil, ça fait quelques années qu'il commence à aller de plus en plus loin, donc toujours chez Apple, dans l'envie de vouloir récupérer nos appareils, recycler la matière première tant qu'ils peuvent pour pouvoir le réinjecter dans de nouveaux matériels, D'accord. même si ça ne sera jamais à 100%, mais il y a cette démarche-là en fait qui se met en place. Uber produit aussi chaque année, parce que tu le citais Uber, mais Airbnb c'est pareil, ils produisent chaque année leur rapport d'activité en, en, responsabilité pardon, environnementale. Voilà, donc ils sont là-dessus, c'est toujours bien de le dire, c'est bien qu'ils s'y mettent, ça pousse aussi à l'innovation. Typiquement chez Facebook, ça c'est assez connu, mais je crois que c'est une fois par mois ou par trimestre, je ne sais plus exactement. Euh, ils tentent de tout passer chez eux en Edge pour voir si leur service passe. Donc là, c'est plus un objectif de sobriété et de low-tech pour voir si effectivement, bah, même si je suis en Edge, est-ce que je peux recevoir Facebook? Il y a un intérêt chez eux à dire on va passer partout, même s'il y a très très peu de débit, mais ça pousse aussi à l'innovation, puisqu'ils se creusent la tête pour qu'effectivement ça passe, même s'il y a très très peu de débit.
Ouais, et puis même par rapport, je pense que même par rapport au design, du coup, il y a un impact un peu partout sur la conception, mais également sur le design et de se poser la question par rapport, je sais pas, par rapport à un parcours, par rapport à une fonctionnalité ou par rapport proprement à de l'UI design, de se dire, bah là, par exemple, cette icône ou ce menu est carrément inaccessible en Edge. Du coup, est-ce qu'on a peut-être intérêt de le modifier sur les autres supports? C'est ça, c'est ça. Ils réfléchissent à ça, mais principalement, donc c'est sur l'interface, mais c'est aussi sur les contenus. Hmm, Puisque ça, tout ce qui est réseaux sociaux, ils sont friands là-dessus. C'est dès que tu scrolles, les vidéos, les sons ont tendance à se déclencher tout de suite. hmm. Dès que tu restes au bout d'une seconde, on va dire, sur le visuel. Donc ça consomme énormément des requêtes, peut-être pour rien, hein. Enfin, c'est clair, voilà, ça consomme des requêtes pour rien, sauf si effectivement tu es intéressé. Donc il y a toute cette approche-là, ouais. D'accord, ok. Et d'ailleurs, je suis tombé sur la homepage de Google et effectivement, je n'avais pas fait attention. J'y ai fait attention récemment. Ils ont un lien tout en bas de la page qui indique neutre en carbone depuis 2007. Et quand on clique dessus, il y a effectivement, ils ont créé un logo avec une feuille, un logo vert avec le G de Google et il y a une feuille, etc. Et ils expliquent comment ils sont neutres en carbone depuis 2007, etc. Donc tout est green, tout est beau, il y a des animations, etc. Donc j'invite tous les utilisateurs à aller voir un petit peu cette expérience qu'ils ont mis sur cette page-là. Oui, c'est Et très intéressant. Il faut quand même pas oublier que c'est la propre marque qui parle de ce qu'elle fait, hein. oui, oui, tout à fait, oui, 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 Faut relativiser. oui, oui, tout Mais il à y a fait. vraiment cette démarche, en tout cas, d'y aller. Et ils ont tous leurs trucs, hein. Il suffit de chercher sur Uber, Apple, Airbnb, pour citer que. Et les autres marques, effectivement, ils ont leur communication officielle là-dessus. Oui, oui, mais je pense que au-delà de communiquer, effectivement, c'est Google qui communique sur Google, donc forcément, on peut se poser des questions. Mais je pense qu'au-delà de ça, ça a peut-être une incidence aussi sur d'autres sociétés qui n'ont pas d'éco-conception ou de design responsable, et de se poser la question de se dire, ah, il y a cet acteur-là qui communique de cette façon-là. Est-ce que nous, ça peut avoir quel impact ça peut avoir de communiquer aussi dessus? Est-ce que quel enjeu économique ou de responsabilité ça peut avoir si on communique dessus, etc. Qu'est-ce que tu en Hum. penses? C'est vrai, c'est vrai. Sachant que pour rester sur le sujet Google, pour les marques, il y a un véritable enjeu aussi, puisque Google a tendance à privilégier une meilleure indexation de son service si effectivement il n'est pas énergivore. Donc plus vite la page va s'afficher, meilleure l'indexation sera. Ça fait partie maintenant de leurs critères d'indexation. Donc il y a un véritable objectif SEO derrière, donc référencement naturel. Donc quand tu commences à aligner tout ce qui est performance d'affichage, ce dont on parle en fait pour l'indexation de Google, Hmm. plus l'accessibilité, c'est-à-dire que j'accède facilement au contenu, plus euh, donc performance, accessibilité, plus bonne pratique, c'est-à-dire qu'il y a des règles d'ergonomie et du UX qui font que effectivement j'accède rapidement aux informations. Enfin, tout cumulé, on sent que Google a un poids dessus puisqu'ils vont dans ce sens-là. Pour toi, Christophe, quels sont est-ce qu'il existe des bons acteurs qui proposent un design responsable ou de l'éco-conception, s'il te plaît? Ah, oui, 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 il y en a. Il y en a et il y a des tentatives qui sont assez intéressantes, donc ça, je vais te le partager. Il y a typiquement un magazine qui s'appelle Low Tech Magazine, donc Low, L-O-W, hein, pour dire qu'effectivement, ils vont chercher à être le plus sobre possible avec le minimum de consommation d'énergie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie, donc lowtechmagazine.com, qui est anglophone, mais vous avez aussi une partie qui est solar.lowtechmagazine.com. Et donc ce solar.lowtechmagazine.com, c'est une vraie innovation, c'est-à-dire que c'est un site internet euh, qui est issu du premier, mais qui est pour le coup francophone, qui est actuellement hébergé sur une carte Raspberry Pi, alimentée par des batteries qui elles-mêmes sont alimentées par un panneau solaire. Et ça, c'est placé à Barcelone pour profiter au maximum
de l'ensoleillement. Et si vous allez sur le site, donc, vous verrez que tout le design a été conçu pour que ce soit le moins énergivore possible. Le logo, ça n'en est pas un, c'est une typographie. Les couleurs ont été atténuées. Il y a très très peu d'effets de JavaScript. Enfin, je vais être honnête, il n'y en a pas en fait. Ils utilisent à fond les CSS pour pouvoir consommer le minimum de ressources. Les pages sont allégées. Il y a quand même des visuels, mais le traitement des photos, même si elles sont plein pot, ça a été volontairement pixelisé en GIF très 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 réduit. Mais en fait, ils gagnent en poids d'image, même si le contenu de l'image n'est pas désagrégé. Donc ça donne en plus un effet de direction artistique très précise, tu vois. Donc voilà, c'est intéressant. Et quand vous allez là-dessus, vous allez voir que vous avez normalement le fond de page qui change un peu, puisque le niveau des batteries est indiqué. Donc plus on va sur le site internet, plus ça fera descendre les batteries. Et si ça arrive à zéro, eh ben, ils partent du principe que le site ne s'affiche pas. Voilà. D'accord. Une innovation qui est très très intéressante. D'accord. Ça existe depuis combien de temps ce solarlowtechmagazine.com, s'il te plaît? Ah, je saurais pas te dire. Je saurais pas te D'accord. dire. Ça doit être certainement indiqué parce que leur démarche, là, je l'ai pas inventé, hein, c'est marqué sur leur site. D'accord. Ok. Bon, Mais ça c'est sera c'est à pas, c'est voir. pas très grave, il Après, faudra chercher. en bonne pratique, tu as quand même le site donc, des designers éthiques. Je crois que c'est designerethique.org Hmm. qui a aussi cette approche éco-conception. Euh, voilà, c'est pas les seuls, hein, c'est pas les seuls. Mais ça, c'est sur la partie éco-conception. Après, en numérique responsable, bah, tu as quand même en référence, tu as le site de l'INR, donc l'Institut du numérique responsable, que je vous invite à aller voir si effectivement le sujet vous intéresse. Il y a des MOOC dessus qui sont très très bien faits. Je crois qu'il y a un MOOC qui est faisable en 30 minutes, 3 quarts d'heure pour vous initier à cette partie-là. Et ensuite, il y a un MOOC un petit peu plus prolongé sur plusieurs jours derrière si vous voulez pousser le sujet. En numérique responsable, on peut parler aussi d'initiatives comme le Fairphone. Je ne sais pas si tu connais le Si, Fairphone. si, 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 le téléphone où tu peux décider de ce que tu veux comme j'allais dire comme ingrédient, mais comme partie utile, quoi, en fait, de ton utilité à toi. C'est ça. On va dire que c'est une sorte de smartphone Lego. Alors, Oui, ça fait un peu bizarre comme ça, c'est pas du tout des briques de Lego, mais c'est l'idée d'un smartphone modulable où on va pouvoir composer le smartphone global avec tous les éléments dont on veut. Et puis si effectivement à un moment donné la caméra ne te plaît plus ou la batterie est morte ou que sais-je, et ben tu défais la brique et tu remets une autre brique neuve hmm, donc, ou plus récente. Et donc ça c'est intéressant. Mais c'est pas les seuls. Hein. Ça c'est néerlandais. C'est une initiative qui a déjà, je veux dire, au moins 6-7 ans, je pense, qu'ils ont sorti la version 3 là. Mais tu as aussi le Shift Phone, donc ça c'est la version allemande. En France, tu as un nouveau service que je viens de découvrir, je ne pourrais pas trop en parler, mais je sais qu'il faut que je pousse le sujet là-dessus. Ça s'appelle IODE, I-O-D-E. Voilà, tu as d'autres acteurs qui vont là-dessus. d'accord, Donc, ok. sur le principe d'un smartphone, plutôt que de le changer tous les ans ou tous les 2 ans, je rappelle, l'impact, il est côté matériel, fabrication, mais on va changer juste l'élément pour gagner en efficacité, ou parce que le disque dur est plein, je ne veux pas faire de tri, donc je change le disque dur, ma caméra est morte, ma batterie ne marche plus, que sais-je. Voilà. D'accord, ok, très bien. Et une question qui peut intéresser nos auditeurs, c'est, d'après toi, comment chacun peut être responsable dans son design, s'il te plaît? Alors, dans le design, donc là, du coup, tu t'adresses aux designers de services numériques. Oui, par exemple, oui, tout à fait. Ouais. Alors, pour tout ce qui est design, bah, l'idée, ce serait de se poser toutes les questions basiques sur comment réduire les requêtes, comment réduire le poids des images, comment éviter toute fonctionnalité qui sera énergivore. C'est l'idée c'est pour ça que je parle de Green UX, de revenir à, là, je suis en train de faire quelque chose, à quoi ça va servir en fait, quelle est vraiment la fonctionnalité qui sera dans le MVP, donc le Minimum Viable Project. Typiquement, l'approche de Google, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils sont partis en étant un moteur de recherche, ils ont mis le logo moteur de recherche. Parallèlement à eux, tu avais des services comme Yahoo, Lycos, etc., où tu as le moteur de recherche, plus les actus, la météo, les finances, ton horoscope, la bourse, le cinéma, la musique, le travel, enfin, et en fait, c'est aussi un moteur de recherche à la base. Donc, quand on compare bien ces deux pistes, on se rend compte que dès la conception, il y en a un qui a tout capitalisé sur le cœur du service,
Et pour le coup, son interface est complètement sobre. Derrière, quand on va lancer une requête, il y a autre chose, hein, bien entendu. Mais déjà, pour répondre à la question sur le designer, faisons le plus sobre possible. Donc, tu vas te poser justement ces questions sur les fonctionnalités. Est-ce que j'ai besoin de rajouter un slider? Généralement, quand on fait nos audits, on va tout de suite pointer les sliders parce qu'on sait que c'est des grosses images avec du JavaScript derrière qui tournent pour afficher 3 informations. Souvent, c'est les sliders à 3 slides. On se pose la question, est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça? Est-ce que vous ne pouvez pas proposer ces 3 contenus différemment? D'accord. Voilà, c'est là-dessus. Après, quand tu feras du développement, forcément, tu vas adapter la taille des contenus au device. Tu vois, tu vas pas proposer une image ou une vidéo 4K si tu vas le pousser sur un smartphone ou en format téléphone mobile, quoi. D'accord. Effectivement, il y a pas mal de questions à se poser. Et d'après toi, est-ce que c'est le rôle d'un designer d'avancer d'avancer comme ça, de proposer des choses comme ça, de se remettre en question et de se poser tout le temps ce type de questions et de le proposer à son client ou à sa hiérarchie pour pouvoir être économiquement dans le design responsable en fait. Alors, oui, il a un rôle, mais il peut pas être tout seul. Parce que il n'est pas tout seul déjà, c'est pas lui qui va développer tout seul son produit Hmm. numérique. Il va y avoir forcément peut-être un chef de projet et un développeur, peut-être aussi, comme tu dis, un client ou un commanditaire. Donc on va dire qu'ils seront au moins une petite équipe. C'est sûr que si lui, il est tout seul à pousser ce sujet ou à s'y intéresser, à se former dessus, mais que derrière, le reste de l'équipe n'est pas du tout au fait, on va dire que son travail, il tombe un peu à l'eau, quoi. Hmm. Donc l'idée, effectivement, de cette partie éco-conception, numérique responsable, etc., c'est de communiquer auprès de tous d'informer, de former, de sensibiliser, mais tous les acteurs du numérique. Et derrière, l'acteur le principal acteur, c'est l'utilisateur, quoi. C'est celui qui va faire usage de ce qu'on a imaginé pour lui. D'accord. C'est Donc pour ça que peut-être je pense que qu'on pousse auprès de nos clients quand on leur dit, voyez, si vous gagnez ici, par exemple, à la place d'une vidéo, vous mettez juste une image. Et vous dites, cliquez sur l'image pour lancer la vidéo. Forcément, vous allez déjà baisser, parce que la personne ira cliquer que si elle est intéressée. Mais vous multipliez ça par le nombre de millions de pages vues de vos utilisateurs, et là, vous faites un gain monumental en économie d'énergie. absolument, oui. Mais du coup, ça veut dire que peut-être qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, en mars 2021, peut-être que le rôle du designer, c'est peut-être déjà d'informer son entourage et son équipe ou sa société, etc., de savoir ce que c'est que le green UX, le design responsable, l'éco-conception. Tout à fait. C'est pour ça que je te dis, c'est son rôle, mais pas que lui. Oui, bien sûr. Parce que le développeur peut avoir le même discours, tu vois. Donc ça peut infuser de la part d'un chef de projet ou d'un responsable marketing, hein, ou même du service RSE, comme nous on voit plutôt les services RSE Hmm. taper à notre porte. Donc effectivement, il n'est pas seul. Maintenant, il faut qu'il fasse partie de l'équipe. D'accord, oui, oui, tout à fait. Tout à l'heure, tu nous donnais des exemples d'acteurs qui ont mis des choses en place comme le site que tu nous citais tout à l'heure. Est-ce qu'il existe des formations? Tout à l'heure, je crois que tu parlais que chez Temesis, vous faisiez des formations, mais est-ce que pour des sociétés ou pour des particuliers ou des freelances, pour des designers par exemple, est-ce qu'il existe des formations qui peuvent suivre soit en ligne ou est-ce que vous en proposez peut-être d'ailleurs, est-ce que Temesis en propose peut-être d'ailleurs à des sociétés ou à des designers ou à des freelances ou des particuliers? Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez nouveau. Donc chez Temesis, moi j'interviens auprès d'écoles. Typiquement, il y a l'école de Sup de Vinci qui est à la Défense à Paris. Oui, Donc, je suis intervenu auprès de toute leur section d'ingénieurs. Euh, voilà, donc ça, forcément, je suis intervenu au nom de Temesis, hein. Mais on intervient plutôt, on va dire, sur une partie de cible plus B2B, tu vois, donc plus orientée entreprise ou collectivité locale et territoriale. d'accord. Après, si vraiment les gens veulent commencer à s'initier à ça, moi je cite toujours la référence qui est donc les 115 bonnes pratiques
du site greenIT.fr. Si vraiment on veut commencer, on achète le bouquin, on cherche sur Internet les 115 bonnes pratiques en éco-conception web et on commence à effectivement plonger dedans. Vous avez donc le MOOC que je citais tout à l'heure, effectivement, donc sur le site de l'INR, donc l'Institut du numérique responsable. Vous cherchez le MOOC, c'est un truc super bien fait, pédagogique, etc. C'est vraiment bien. Et puis vous avez certaines écoles donc, qui se mettent dessus. J'ai cité Sup de Vinci, mais vous avez aussi l'université de La Rochelle qui propose, je ne sais plus quel est le nom de la section ou du département très précis, mais je sais qu'ils font des formations en numérique responsable, donc à La Rochelle. Avec les temps qui courent, je pense qu'il y a en plus possibilité de l'avoir à distance. Donc voilà, il y a des choses qui se mettent en place. D'accord, ok. Et est-ce que vous, par exemple, chez Temesis, vous allez proposer des formations en B2C prochainement? Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée? Alors B2C, pas pour l'instant. Pourquoi pas, puisque je t'ai dit, finalement, je commence à le faire auprès des écoles. Donc, si la demande elle va du côté des écoles, finalement, ça sera presque un B2C. Hein. Ouais, Mais B2C, en gros, c'est-à-dire que n'importe quel designer ou responsable UX, etc., qui s'intéresse à ça, pour l'instant, non, c'est pas notre cible, mais je dis pour l'instant, parce qu'on est en train d'officialiser effectivement le fait qu'on soit institut de formation. Donc là, il y a une démarche qui est en train d'être mise en place sur 2021 pour que toutes les équipes chez Temesis puissent prodiguer ce type de formation. Donc c'est pas encore sur 2021, mais ça va arriver. d'accord. D'ailleurs, est-ce qu'il existe des normes pour les formations qui parlent d'éco-conception? Des normes là-dessus, pas encore, et c'est tout l'objectif justement de l'Institut du numérique responsable. Donc j'en parle parce que je suis aussi membre bénévole de ce think tank, hein, D'accord. qui est soutenu justement par l'État, l'ADEME, l'ARCEP, etc. Donc je sais qu'il y a tout ça qui se met en marche. Pardon. Vous avez un référentiel en numérique responsable qui a été co-construit par les membres de l'INR, parce qu'il y a, je crois, aujourd'hui 116 entreprises membres de l'INR. Donc il y a tout ce référentiel qui va arriver, qu'on est en train de crash tester sur des projets pilotes en ce moment. Donc qui va arriver en juin 2021, c'est-à-dire bientôt. Ah oui, c'est dans 3 mois. Et il y aura ensuite toute cette démarche sur la partie labellisation, formation, etc. D'accord, ok. C'est facile de devenir membre honoraire ou membre, comment Ah, tout dire, à fait. ouais, C'est pour ouvert à l'INR. tous, D'accord, même en tant qu'indépendant, c'est tout à fait possible. d'accord, ok. Ok, ce serait, je vais m'y intéresser après notre interview, parce que c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir des informations et de participer, que chacun puisse participer, ça peut être intéressant. Ouais, carrément. Après, ça se dispatche par groupe de travail. Typiquement, vous avez le groupe de travail justement sur la formation qui est en train de se créer, sur la labellisation. Celui du référentiel est toujours ouvert, mais à partir du moment où ça va sortir, ça sera que de la mise à jour. Voilà, vous avez différents groupes de travail là-dessus, parce qu'on ne peut pas s'investir partout. Donc, à vous de choisir effectivement lequel vous intéresse le plus et là où vous souhaitez contribuer. Tout ça, c'est dans un objectif, enfin, c'est pour la collectivité. Hein. On n'a Hmm. pas derrière, on n'est pas payé pour ça. Euh, c'est vraiment pour la collectivité, pour le bien de tous. Ouais, mais de toute façon, qui dit, pour le bien de tous, te rapporte même à toi quelque chose, hein, ça c'est évident. Bah forcément, moi je monte en compétences, je développe aussi le relationnel. Euh, donc oui, il y a forcément un retour derrière qui est intéressant, en tout cas si on veut en faire un business. Design Plus. Je voudrais te poser une question. Donc, ça fait depuis pas mal d'années que tu t'intéresses à l'éco-conception, au design responsable. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience aujourd'hui, avec le recul que tu as sur la petite dizaine d'années par rapport à ton métier aussi d'UX designer? Moi, ce qui me plaît, on va dire aujourd'hui, c'est que j'arrive à allier mes deux casquettes. J'avais anciennement ma casquette professionnelle qui était plus sur le design, l'ergonomie et l'UX, et ce côté où je m'intéressais justement à l'impact du numérique.
Donc aujourd'hui, je suis content de pouvoir allier les deux parce qu'il y a un aliment de planète que je voyais pas. C'est pour ça que toujours... Pardon? Non, non, je rigolais. Oui. Non, mais c'est vrai, il y a un aliment de planète que je ne faisais pas du temps où j'étais donc professionnel, investi dans mon agence avec les clients, etc. Et puis à côté, cette partie webzine sur l'impact du numérique. Et aujourd'hui, c'est devenu totalement plus clair. Donc ça, c'est cool. Et ce que j'ai pu voir, c'est qu'effectivement, il y a une vraie évolution, une connaissance et une information maintenant sur l'impact du numérique qui n'existait pas il y a 10 ans. Donc ça, c'est pas une petite fierté parce que bon, moi, j'ai juste fait mon petit blogging webzine de mon côté, hein, mais je suis content de voir qu'il y a cette prise de conscience et que le feeling, le ressenti que j'avais à l'époque commence à payer en fait, quoi. Ça prend, voilà, donc ça c'est cool. D'accord. Mais le chemin est encore long. Oui, puis vu qu'on est parti avec on va dire la société de consommation qu'on a connue ces dernières années, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à rattraper, entre guillemets, aujourd'hui. Rattraper, je sais pas, mais en tout cas, je pense que quand tu écoutes les responsables en impact CO2, en énergie, etc., ils te disent clairement que tout ce qu'on a produit aujourd'hui, il y a une inertie. Donc, même si on arrête tout de suite, elle va continuer là dans les 30, 40, 50 prochaines années. Donc, rattraper, je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a des changements de comportement à avoir. Et pour ça, ça passe par l'éducation, l'information, la sensibilisation, la formation. Et tu vois, là, c'est ce que fait aujourd'hui ton podcast, c'est-à-dire que tu vas le relayer au maximum de personnes qui pourront l'entendre. Donc, ça fait partie de la sensibilisation. Hmm. Et d'ailleurs, est-ce que aujourd'hui il existe des nouveaux métiers qui sont liés qui ont deux casquettes un peu comme toi? Est-ce qu'il existe des designers éco-responsables? Est-ce que c'est un métier ou est-ce qu'il existe de nouveaux métiers qui sont liés au design responsable ou à l'éco-conception? Alors oui, oui, moi depuis 2 ans, je vois sur LinkedIn des profils autour du Green UX, autour du designer éco-responsable, autour du développeur éco-responsable, numérique responsable. Euh, je vois aussi des responsables NR, donc les responsables numériques responsables, quoi, D'accord. qui sont dans des agences et qui pour le coup vont driver toutes les équipes euh, pour, euh, pour tenir justement tout au long de la chaîne et sur tous les projets cet objectif de on est responsable jusqu'au bout, jusqu'à la livraison et jusqu'après, une fois qu'on a lancé le projet, donc on parle du run, comment s'effectue la suite. Parce que si effectivement tout ton projet est vertueux, sobre, avec le minimum d'impact, et que ton client il l'utilise pour y mettre des vidéos en gigaoctets de données avec des PDF à n'en plus finir, très très lourd, bon bah il y aura quelque chose qui n'a pas été fini, tu vois. Donc, il y a effectivement cette responsabilité NR là qui commence à apparaître aussi dans les profils. D'accord, ok. Et donc, pour en revenir tout à l'heure, je posais un peu la même question pour les formations. Il existe je sais pas, une certification, par exemple, en France sur le NR, sur le numérique responsable? Alors oui, tu peux passer la certification au sein justement du MOOC de l'INR. D'accord. Ah oui, donc on a tous intérêt d'essayer de le faire, quoi, effectivement. Et puis, alors je ne sais pas ce que délivre derrière l'Université de La Rochelle, que j'ai cité aussi. Je ne sais pas si c'est un certificat, un diplôme. Je ne suis pas assez poussé là-dessus, mais je sais que de toute façon, c'est reconnu. D'accord, ok, très bien. Christophe, est-ce que tu pourrais nous dire quelles erreurs as-tu faites dans le passé ou récemment dans ta démarche de designer éco-responsable ou de Green UX, s'il te plaît? Bah, moi, comme j'étais plutôt côté agence numérique, euh, jusqu'à temps que je m'intéresse au numérique responsable, en tout cas à l'impact du numérique, on ne faisait pas attention, c'est-à-dire qu'on produisait enfin, on concevait, pardon, des interfaces où on ne se posait pas la question, on faisait des sliders, des vidéos plein écran, si possible on en mettait plusieurs, on switchait toute l'interface de gauche à droite pour basculer d'un univers à l'autre et avoir un projet totalement conceptuel, mais qui allait plaire à notre client, etc.
Donc, par méconnaissance, effectivement, on a produit pas mal de choses qui étaient énergivores, quoi. Mais ça, c'est parce qu'on ne savait pas, jusqu'à temps qu'on s'y intéresse. Donc, on va dire que je faisais partie des erreurs assez classiques de ceux qui prêchent quelque chose, mais qui finalement sont pas totalement en phase avec ça parce qu'ils ne connaissent pas suffisamment le sujet. D'accord. Forcément, j'ai appris avec le temps. Après, dans les erreurs plus de vie professionnelle, moi, ce que j'ai commis comme erreur, c'est que je me suis totalement perdu, on va dire, dans la responsabilité et les obligations liées au poste de gérant d'une société. Où effectivement, je me suis fait un peu avoir sur mes horaires hebdomadaires, à devoir répondre à mes obligations de poste de gérant, plus que à mes envies qui étaient liées à la conception UX. C'est-à-dire qu'en gros, commercialement, j'étais la porte d'entrée un peu de mon agence. Et donc, les clients venaient me voir en me faisant confiance, en me confiant des projets UX. Et je prenais le besoin, je transmettais à mes équipes et j'avais pas le temps de réfléchir avec eux. Alors que finalement, c'est moi qui avais pris le besoin. Et ensuite, on retournait en présentation auprès du client, présentant les travaux de mes équipes et moi étant un petit peu, je présente quelque chose, mais j'ai pas participé à ça. Donc voilà, il me manquait ça, on va dire. Alors je sais pas si c'est vraiment une erreur, mais en tout cas, je pense que je me suis un peu perdu, on va dire, un peu emballé dans la responsabilité d'entreprise. D'accord. Ok. Donc le côté un peu stress et pression que j'ai voulu quitter. Et puis surtout, j'ai perdu ce fameux webzine d'information grand public dédié à l'impact du numérique. Mais bon, ça, c'est pas grave. Voilà, ça fait partie des erreurs. D'accord. Et donc, le pendant de cette question, c'est quelle réussite es-tu fier alors? À l'inverse, tu vois, je suis quand même content finalement d'avoir tenu cette agence digitale pendant 13 ans. Je pensais pas en être capable, puisque initialement, je devais lancer cette entreprise avec un binôme, donc un associé, qui était handicapé. Et le jour, on trouve un investisseur, on trouve quelqu'un qui nous aide, qui nous dit j'ai des locaux pour vous, j'ai besoin de vous. Moi, je suis plutôt sur la partie print, vidéo, communication, relations presse, etc. Il me manque le pôle digital, donc rejoignez-nous. Donc ça, c'est cool. Finalement, on a un investisseur qui nous soutient. Et le jour où on devait signer la signature officielle d'entrée au capital, ce fameux binôme décède. Et moi, je ne me voyais pas partir dans l'entrepreneuriat seul. J'ai toujours besoin d'être épaulé, on va dire, au moins sur la partie technique. Moi, je suis plus sur la partie design. Et finalement, je l'ai fait, tu vois. Donc, c'est hasard de circonstances. Ils m'ont soutenu, même si je perdais 50% de mon activité. Ils m'ont soutenu et j'ai tenu 13 années. Donc, on va dire que c'est une petite réussite, quoi. D'accord. Ok. Et puis, sur Et le plan plus perso, moi, je suis content d'avoir entamé une démarche de déconsommation ou de dépossession de biens, c'est-à-dire que ça c'était avec le temps, on cherchait à consommer mieux, arrêter de surconsommer, de mal s'alimenter, etc. Mais peut-être parce que je vieillis, je suis papa, j'ai une famille, etc. Et puis j'allais à beaucoup de conférences aussi sur tout ce qui est environnement. Donc pour le coup, on a un petit peu changé nos modes de vie jusqu'à effectivement tout quitter finalement, puisqu'on a tout quitté, tout vendu pour faire ce fameux tour du monde en famille. Et je te dis, à l'autre bout de la planète, se rendre compte que les déchets européens sont présents, là, tu les ramasses dans les coraux. Tu te dis, oui, il y a vraiment un truc, quoi. Puis je vois des populations qui n'ont pas de système de gestion de déchets, qui se débrouillent comme ils peuvent, envahis par le plastique. Enfin, voilà, comme quand tu aimes la vie, etc., quand tu reviens en France et que tu vois ce beau pays et tous les systèmes finalement qu'on a pour gérer nos déchets et cette avancée écologique qui est vraiment bien prônée et bien mise en avant, on ne s'en rend pas forcément compte, mais effectivement, à l'autre bout de la planète, tu t'en prends conscience et ça renforce tes convictions. Voilà, ça c'est plutôt une réussite, plus d'accord. personnelle. Et alors pour terminer l'interview, je pose trois questions fil rouge. La première, c'est qu'est-ce qui toi te différencie d'un autre designer? Alors ça c'est difficile comme question. Qu'est-ce qui me différencie d'un autre designer? C'est difficile parce que chaque designer pour moi est différent, tu vois. Ils ont chacun un peu, chacun a sa patte, son approche, etc. Même s'il y a des grandes tendances, hein. Si vraiment je devais me différencier, je dirais que je suis
quelqu'un qui est très curieux, c'est-à-dire que je télécharge beaucoup d'applications, je teste beaucoup de services, donc je crée des logins mots de passe partout. Ça, c'est affreux, mais comme j'ai ce goût pour la veille, la découverte, euh, cette curiosité, etc., bah, ça me pousse effectivement peut-être dans cette particularité, tu vois, l'idée de découverte. Et puis, euh, et puis voilà, c'est tout ce qui me semble. Enfin, ça me semble être la base, on va dire, pour tout designer. Donc ça se trouve, je dis une banalité, hein, comme l'empathie, la remise en cause, etc. Faire en sorte que oui, tu as des convictions, mais demain ça peut changer. Bon, mais pour moi, ça me paraît être une base, quoi. D'accord, très bien. La deuxième question, c'est comment vois-tu ton métier dans 10 ans? Alors là, si je veux rester optimiste et plus terre à terre, pour moi, mon métier, il sera forcément plus sobre. Parce que le numérique est déjà partout et il le sera encore plus. Je peux parler d'objets connectés, de blockchain, d'intelligence artificielle un peu partout, etc. Intelligence artificielle qui est capable aujourd'hui de produire des interfaces par centaines ou milliers, hein. Hmm. On pourrait presque se passer de designer et du X. Donc il va y avoir de vraies remises en cause sur tous les métiers. Donc je pense que mon métier, à moi, il sera forcément dans quelque chose de plus sobre. Voilà. Et lié plutôt à des priorités aussi plus importantes que simplement faire du SEO, on va dire. C'est-à-dire qu'il y aura forcément, enfin, c'est dans 10 ans ta question, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ouais, bah pour moi, dans 10 ans, il y aura des enjeux climatiques, écologiques et sociaux encore plus forts qu'aujourd'hui. Parce que on est quand même en train de vivre là un problème climatique, donc réchauffement climatique, l'extinction massive des espèces, et ça c'est l'humain, hein, qui le produit, la raréfaction des ressources. Je pense pas que dans 10 ans ce sera résolu. Je pense même que ce sera un petit peu pire. Donc je pense qu'on en sera là, d'où l'idée de sobriété. D'accord, ok. Et tu penses que, est-ce que tu penses que quand tu dis sobriété, ça veut dire que, par exemple, il y aurait peut-être plus de monde qui retournerait, je sais pas, à la campagne ou de sortir des villes ou des choses comme ça? Alors, moi j'y crois, hein. Moi j'y D'accord. crois. Je pense que c'est un peu l'effet Covid aussi, mais c'est peut-être nécessaire que les gens se rendent compte que en campagne on vit bien, mais surtout que c'est peut-être le paysan qu'on devrait rétribuer beaucoup plus chèrement, parce que c'est lui qui nous fait vivre, hein, c'est lui qui produit effectivement une des deux denrées alimentaires, c'est-à-dire bah, justement les aliments ou l'eau, tu vois. Et si on n'a pas ces deux aliments de base, Hmm. on va avoir des difficultés à survivre, quoi. Donc je pense que le paysan ouais, devrait être beaucoup plus chèrement payé qu'il ne l'est aujourd'hui, en tout cas plus reconnu. D'accord, ok. Et donc la troisième question, c'est quel épisode de Design Plus as-tu aimé et pourquoi? Alors moi j'ai bien aimé celui avec Jérémy Cohen, que j'ai réécouté du coup hein, pour notre interview. Euh, Jérémy que je connaissais déjà, parce que lui il est assez connu dans l'UX design, il a beaucoup d'expérience. Je pense qu'on doit avoir à peu près le même âge. Et du coup je me suis retrouvé dans son expérience. Le sujet, il parlait en fait d'intégration de l'UX au sein des équipes. Hmm. Donc, c'est comment vulgariser l'UX design auprès des autres équipes qui sont souvent totalement néophytes. Puis parler des techniciens, des commerciaux, du marketing, de la hiérarchie, comment on peut la convaincre, etc. Donc voilà, je me suis assez reconnu dans son retour d'expérience. D'accord, très bien, merci. Et donc la dernière question, en fait, c'est pas une question, c'est je te laisse la conclusion. Si tu avais un seul conseil à donner à nos utilisateurs, quel serait ce conseil? Alors, l'unique conseil, Si t'en est-ce as, que je peux te donner deux uniques conseils? oui, tu peux absolument nous donner. J'allais te le proposer, tu peux nous donner deux uniques conseils, tout à fait. Donc, le premier unique conseil, ce serait de prendre en compte l'usage du numérique, notamment de la vidéo. Aujourd'hui, la vidéo, toute vidéo incluse, streaming, Netflix, les YouTube, etc., c'est 80% de la bande passante d'Internet. Donc l'usage de vidéo, il est vraiment modéré. Quand on veut écouter, la radio, est-ce qu'il faut aller sur YouTube? Il faut se poser les bonnes questions. Quand je vais écouter une conférence, est-ce que j'ai besoin d'afficher la conférence en 1080 ou 360 suffirait, même 240? Voilà, toutes ces questions-là sur l'usage de la vidéo, donc pour viser la sobriété.
Et l'autre conseil utile, unique, et qui est encore plus important, c'est pour le coup de conserver le plus longtemps possible nos appareils, nos terminaux, hein. Donc tout ce qui est ordinateur, smartphone, télé, etc. Puisque, je le répète, mais je crois que je l'ai assez dit durant ce podcast, mais l'impact majeur du numérique, ça provient de la fabrication du matériel. Donc plutôt que de le jeter au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, essayez de le conserver le plus longtemps possible. Il y a plein de possibilités pour simplement changer juste une batterie, ou juste rajouter de la RAM, ou changer un écran qui est cassé, hein. Ça, c'est tout à fait possible. Il y a plein de tutos maintenant, et ça se pose dès l'achat, cette question. Est-ce qu'en achetant ce matériel, je pourrais le réparer, en fait? Voilà. Et si vraiment on ne peut pas le réparer, faut le donner, ou le donner dans des filières de recyclage. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup Christophe pour cette interview, pour cet Merci à épisode. toi. C'était très intéressant de se poser la question sur le Green UX, l'éco-conception, le numérique responsable, et de le faire découvrir aussi à nos auditeurs. C'était, je pense, très intéressant. Et je pense tu vas avoir beaucoup de retours. J'espère qu'il y a certains designers ou certaines personnes iront vers toi pour se poser des questions et pour que tu puisses leur répondre. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Eh bien, encore merci beaucoup. Je remercie à tous nos auditeurs de nous écouter. Et je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Design Plus jusqu'au bout. Maintenant, partagez cet épisode à 2 personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles ou un pouce en l'air avec un commentaire sympa. Cela me permettra d'échanger avec vous et de faire monter mon podcast dans les classements. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Vous pouvez suivre Design Plus sur Instagram, Design plus PLUS _podcast, et sur LinkedIn, Design plus le podcast. Je suis Laurent Galen et grâce au design, j'accompagne les sociétés à créer, à développer, à améliorer leurs produits et services. Et je suis également formateur en design UX, UI pour les applications mobiles. Si vous avez besoin d'un accompagnement ou bien d'une formation, alors contactez-moi sur www.laurentgalenattaché.com. À bientôt!